Ça t'amuse, Chris, de jouer de cette manière? C'est pour ça que tu les cherches, n'est-ce pas? Les cristaux d'ombre et la cape d'ombre en ma possession. Crois-tu sincèrement que tu obtiendras ce que tu désires? Non, une partie de toi aime ça, pas vrai? Cette même partie qui a aimé la journée d'hier, sachant que tu pouvais dire que ce n'était pas vraiment toi. Oh, ne fais pas cette vilaine grimace. Je peux voir dans le noir, tu sais. La question en suspens, c'est plutôt... Le peux-tu? Donc, Eram dit ces phrases troublantes. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Peut-être un peu plus que 2 minutes même. Par où commencer? Chris, notre humain non-binaire préféré, démoniaque, est possédé par un ange, et à ma connaissance le seul. Appelez-moi si vous en trouvez un autre. Yael est accusé par Eram d'aimer la recherche ardue des cristaux. Et tout le monde sent comment c'est malsain, non? Tout le monde aime les jeux et le challenge, mais c'est un peu bizarre quand quelqu'un insiste pour dire que vous aimez ça, et encore plus quand vous parlez à quelqu'un qui vit un jeu grandeur nature et est mis en péril à chaque combat difficile. Encore plus quand c'est de la part d'Eram qui a du pouvoir, étant le boss qu'on affronte, et est établi comme ayant une grande compréhension de Chris, qui l'utilise pour mieux lui faire du mal. Ces mots font grimacer Chris, mais cette réaction est ambivalente. Soit vous considérez que Chris est gêné parce que c'est faux, c'est pas juste le fait que ce soit creepy qui lui fait peur, mais le fait qu'on lui attribue une pensée qui n'est pas sienne. Soit c'est aussi gênant parce que c'est vrai, et alors Chris serait encore plus consterné parce qu'Eram lie en lui, il voit dans le noir comme il le dit bien. Eh bien, cette même ambivalence, déjà présente quand vous lisez le dialogue en route normale, elle est radicalisée quand Eram va un cran plus loin en Weird Route et l'accuse d'avoir apprécié la Weird Route mais d'en rejeter la faute. C'est ce qui explique ces deux positions entre lesquelles on peut facilement tomber. D'un côté, dire que Chris n'a rien fait et est accusé pour rien. De l'autre, dire que Chris adore tuer des ennemis et prendre le contrôle de son ami d'enfance. La réponse doit être quelque part au milieu. Toby Fox écrivant des personnages qui sont compréhensibles et peuvent être compris, même quand ils ne peuvent pas être excusés. Les gens du quotidien, comme vous et moi, ne sont ni des saints qui ne feront jamais d'erreur et n'ont jamais pensé à faire un crime, ni des criminels absolument odieux. Ils sont quelque part entre le bien absolu et le mal absolu. Quelque part entre, disons, Rosa Parks et Elon Musk. Pour ceux qui disent que je suis trop politisé, c'est vous qui êtes enfermés. Entre le bien et le mal radicaux, il y a un passage très très large au milieu que la majorité d'entre nous arpente. Pour moi, une raison pour laquelle ces jeux sont si intéressants, c'est qu'ils ouvrent le regard sur l'autre en nous faisant nous poser à chaque fois la question « à partir de quand ça devient trop ?» À partir de quand un personnage est-il trop sombre pour qu'on l'admire? Et à partir de quand est-il assez vertueux pour qu'on l'apprécie malgré ses quelques failles? Chris n'aime pas la Weird Route, c'est assez évident quand on voit ses efforts pour l'interrompre et sa réaction en chapitre 4. Mais je pense qu'on peut simultanément admettre que 1. Eram sait que la partie de Chris qui apprécie réellement la Weird Route est le joueur, l'âme qui la provoque et usurpe l'apparence de Chris dans Menthol, et que 2. Eram dit ça parce que Chris a des pensées intrusives qui elle pourrait interpréter comme accomplies par le joueur contre sa volonté lorsqu'il fait la Weird Route. La gêne de Chris est plus claire encore si elle ne peut pas facilement se dédouaner en rejetant ça sur le joueur, parce qu'elle a une curiosité morbide. Habituellement, un joueur s'identifie à son avatar comme étant lui-même. Ici, Eram profite de ses connaissances sur le psyché de Chris pour l'identifier au joueur, qu'il intègre comme une partie dès lui. Le joueur ne devient qu'une partie de la volonté de Chris, un facilitateur qui réalise des désirs malsains enfouis. Et c'est parce qu'il y a un flou entre où s'arrête Chris et où commence l'âme, qui devrait être la culmination de son être, qu'elle représente l'opportunité de se dédouaner en disant que ce n'est pas elle lui. C'est en tout cas ce qu'en dit Eram, en jouant avec son esprit, car nous savons que c'est nous qui avons désiré faire la Weird Route. Mais pour Chris, qui vit l'expérience de la possession, est-ce aussi clair que ça? J'ajouterais qu'il y a encore une autre opacité, c'est celle des pensées de Chris sur tout ça. Si elle est prête à utiliser sa mère pour son plan et collaborer avec le chevalier qui menace de détruire le monde, peut-elle vraiment exclure le degré de contrôle qu'impliquait la Weird Route comme inacceptable? Les yeux brûlants de l'OST d'Eram, les yeux de Chris qui brilleraient pendant le combat et trouvent leur écho dans les yeux de Titan qui apparaissent sur l'arène, de qui montrent-ils l'affect? Est-ce que ce sont vraiment ses yeux ou est-ce notre âme qu'on voit au travers? Est-ce que ça a du sens de scinder clairement les deux? Notre sentiment pourrait être le sien et le sien pourrait être le nôtre. C'est comme ça que marche un avatar, et durant le combat, les dégâts sont partagés. Les pistes sont brouillées par le fait qu'on ne peut que compter sur ce que dit Eram. Il est le seul à voir les yeux de Chris dans cette scène, nous ne les voyons pas, et nous ne comprenons toujours pas Chris. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette scène. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, ça arrive à tout le monde d'avoir tort,
J'ai bien eu tort dans ma vidéo sur les démons quand je parlais de l'ange, mais on y reviendra une autre fois. Si vous êtes normaux et pas en transe devant les persos humains des jeux de Toby Fox, comme je le suis, vous pouvez vous arrêter là. Mais il y a tant d'implications qu'une telle vision de Chris peut avoir, et je ne pouvais pas m'arrêter là. En fait, je ne pouvais tellement pas m'arrêter en creusant le sujet de cette vidéo, que si au début je faisais juste une courte vidéo sur ce dialogue d'Eram, je me suis vite retrouvé à me perdre dans les méandres de l'âme rouge, et à traiter d'autres sujets que j'avais toujours eu envie de traiter. Et finalement, j'ai créé le script d'une deuxième vidéo, qui devrait être la suivante. Alors ne traînons pas trop, nous avons encore tant de travail à faire. Undertale et Deltarune déconstruisent tous deux la relation personnage-joueur d'une manière différente. Dans Undertale, Kara est un peu un intermédiaire. C'est un personnage qui vous représente, vous, ou au moins une partie de vous, un sentiment. Toutes vos stats lui sont attribuées, et on comprend que c'est le personnage qui doit être identifié à vous, parce que c'est celui que vous nommez. Frisk, comme si... Qu'est-ce que c'est que ça? Et on comprend que c'est le personnage qui doit être identifié à vous, parce que c'est celui que vous nommez. Frisk, comme son quasi-anagramme Chris, sont des variables que vous ne comprenez et ne contrôlez pas directement, donc vous ne les nommez pas. Il est d'usage que celui que l'on nomme soit celui que l'on contrôle réellement. Dans la route pacifiste, vous traitez les personnages comme plus que des personnages. D'une certaine manière, vous vous rendez égaux à eux, tant et si bien que l'humain finit par être reconnu comme sa propre personne, Frisk. C'est dans cette route, et seulement celle-ci, qu'on apprend son nom. Cette route met un point d'honneur à distinguer Frisk de Kara. D'une certaine manière, c'est encore nous. Mais ce n'est plus ou pas Kara. C'est une personne qui n'a rien à voir et qui n'aurait jamais dû être confondue avec. A l'inverse, la route génocide assimile complètement l'humain à Kara. Dès l'héroïne, la narration dit « c'est moi, Kara ». Maintenant qu'on a joué à Deltarune, on voit bien que Kara agit comme un intermédiaire. Ce n'est pas qu'un effet de style de la narration de dire « c'est moi, Kara ». Ici, le jeu est aussi le même jeu qu'on voit en Weirdroot. Il se rapporte au joueur. Donc Kara est l'humble serviteur. Dans la route où l'on agit pleinement comme un joueur, traitant ce RPG comme un RPG, il est naturel que notre personnage devienne pleinement notre avatar. En fait, vous ne changez pas. Vous êtes toujours l'âme humaine rouge, mais tout le reste peut changer, même l'identité de votre réceptacle. Ça, c'est quelque chose qui est rarement présenté ainsi, parce que c'est très contre-intuitif. Et très tôt, la communauté a compris ça comme une possession. Un jeu de poupées russes où l'on contrôle Kara, qui contrôle Frisk. Mais ça ne saurait tenir la route quand on interprète les jeux et surveille les usages de ces noms. Je suis d'accord que, très concrètement, c'est dur à concevoir. Vous avez envie de trancher si ce corps est celui d'un 8e humain ou non. Mais voyez avant tout comment, en Géno, il n'y a aucune trace de Frisk et tout conspire à vous faire croire que vous avez toujours été Kara. A l'inverse, en pacifiste, tout le build-up du True Lab est là pour préparer la révélation finale, le moment où Azriel va arrêter de vous voir comme Kara et reconnaître que vous êtes Frisk, un humain à part entière. Cela distingue des routes neutres où l'identité de l'humain est inconnue de celle où elle est limpide, l'une la Géno, où nous jouons Kara et nous nous emprisonnons dans son passé, c'est tuer ou être tué, la seule solution pour les libérer est se libérer et gagner du pouvoir. L'autre, la pacifiste, où nous jouons Frisk, et alors que nous les libérons, nous nous libérons aussi de ce passé de violence, et prouvons que nous sommes une personne sensiblement différente. La pacifiste sans âme est quant à elle un cas particulier, puisque nous avons donné notre âme dans son intégralité à Kara. Ainsi, elle est capable de persister comme nos péchés sur notre dos. Une fois que je comprends ce qu'essaye de faire le jeu, ce n'est plus aussi important de savoir comment ça se traduit dans les règles du monde, parce que de toute façon, le mode d'être exact de Kara durant les événements du jeu n'a jamais été clair dans aucune théorie. Donc peut-être est-ce plus symbolique qu'autre chose. Kara et Frisk sont la même personne, mais peuvent changer, ou à l'inverse, sont des personnes différentes, mais l'un peut mimer l'autre jusqu'à le devenir. Ou bien, peut-être que ces changements arrivent aussi littéralement que je le décris, au moment où ils semblent arriver, parce que vous pouvez arrêter votre run Géno, et soudain les miroirs ne diront plus que vous êtes Kara. Alors, petite proposition, est-ce si fou que ça d'admettre que l'âme, une entité quasi divine parce qu'elle représente le joueur, munie d'une détermination sans pareil, pouvoir qui change le temps, pourrait littéralement modifier rétroactivement l'identité de l'humain selon la route? Ma thèse est un peu différente de Kara égale Frisk, mais également elle l'englobe et la transforme. Il faut qu'au moins dans une run, l'humain soit Kara.
Alors, le seul élément qui semble être une preuve définitive d'une séparation entre Frisk et Kara d'emblée de jeu, distinguant leurs deux corps, c'est cette phrase qui paraît confirmer que Frisk est tombé. Des fleurs dorées. Elles ont dû amortir ta chute. Malgré Flowey qui est dans la salle d'à côté et arrive à halluciner la résurrection de Kara, ce serait un bon argument si vous étiez obligé de l'interpréter littéralement. Mais amortir sa chute se dit aussi figurativement. Or, Kara connaît au moins 2 chutes au moment de sa mort. Azriel entre dans le château et s'écroule, puis, de manière concurrente, puisque Kara représente l'espoir, on nous dit que le royaume est tombé dans le désespoir. Ok, maintenant considérez ceci. Quand des monstres meurent, on répand leur poussière sur leurs choses préférées pour que leur essence survive dedans. On sait grâce à Flowey que c'est vrai, leur essence demeure dedans et peut être ravivée. Or, la chose préférée de Kara était les fleurs d'or, Yel a été déposée dessus et les graines ont ensuite proliféré. Kara est fortement associée au sommeil et au réveil, et ce n'est guère différent lors de sa résurrection, qu'elle appelle un réveil. Pourquoi est-ce un réveil? Parce qu'elle se serait éveillée sur un lit de fleurs d'or, et qu'où s'est-elle endormie pour la dernière fois? Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées. Sa chute a été amortie par les fleurs d'or, parce que de son point de vue, Kara a pu échapper à la mort par les fleurs d'or. Donc voilà, c'est pas insensé de dire qu'on joue Kara. Maintenant, si vous prenez en compte comment Asgore et Toriel réagissent à notre présence, ou la fin de la pacifiste, vous avez aussi plein d'arguments pour dire que Frisk est parfaitement dissociable de Kara. Tant et si bien que la plupart du temps, on croirait juste qu'il y a des vestiges de Kara, et qu'en pacifiste, on arrive à se faire reconnaître pour ce que l'on est vraiment, Frisk. Mais je pense que c'est un flou tout à fait volontaire qui s'accorde avec le poids et la puissance de nos décisions. Vous pouvez déterminer qui vous êtes. Ce sera toujours vous, mais le miroir ne dira pas toujours la même chose, parce que la définition de vous n'est pas la même selon ce que vous faites. Dans Deltarune, c'est différent. Undertale fait comme si l'humain était indéterminé et que vous pouviez le modeler. Mais que se passerait-il si on vous insérait dans un être déjà déterminé? Si on prenait Frisk de la fin pacifiste et qu'on vous jetait dedans? On en a un avant-goût enfin géno quand Kara reprend le contrôle sur nous, et alors qu'elle s'assimile à une part de nous, Yel se distingue aussi, j'aurai l'occasion de revenir dessus. Avec Chris, ça pose la question, avez-vous vraiment le pouvoir de décider qui vous êtes? L'avez-vous vraiment dans un jeu où votre avatar est défini indépendamment de vous? D'une certaine manière, vous avez ce pouvoir et vous empiétez sur la vie de Chris et sur son nom, mais d'une autre, non. Il y a quelque chose qui résiste, il y a une limite. Là où l'humain d'Undertale sur le temps de notre partie était très malléable, ici on limite chacun le champ de l'identité de l'autre. C'est ce qui fait qu'avec Eram, on peut avoir ce moment fou où on questionne les intentions de Chris, et on peut essayer d'attribuer les nôtres à Chris, mais en vrai on n'en sait rien. Dans le même temps, le fait qu'on forme un tout où cette limite dont je parle n'est pas forcément claire, installe cette peur, et Chris peut être identifié au comportement du joueur, parce qu'il est attendu d'un avatar qu'il soit conforme aux volontés et à la liberté du joueur, y compris la liberté de lui imposer sa propre identité. Je suis admiratif de la façon dont la commu défend aujourd'hui la non-binarité de Chris, un personnage écrit pour qu'on ne puisse pas lui assigner notre identité, quand tant de fois avec Kara et Frisk, des gens ont conclu qu'on pouvait choisir leur identité parce qu'il s'agissait d'avatars. Mais là où Eram retourne vraiment la situation, c'est au sujet du blâme. Quand Undertale est sorti, plein de personnes voyaient Kara comme l'enfant maléfique qui a fait la roue de génocide, alors que c'était avant tout le joueur. Kara nous le rappelle bien en disant que c'est nous de notre propre chef qui avons poussé le monde à sa limite. Et Eram retourne ce stigmate contre Chris. C'est lui qui a fait la Weird Route, alors que le joueur disait « c'est pas moi, c'est Kara ». Eram accuse Chris de dire « c'est pas moi, c'est le joueur ». C'est d'autant plus lunaire que si pour Kara ça a encore du sens de dire qu'elle l'a fait avec nous, Yel n'a pas l'air particulièrement dérangé par ça, et nous aide quelquefois, nous considérant comme son partenaire. Avec Chris, ça n'a aucun sens, ce n'est pas notre ami. Yel agit contre nous dans cette affaire. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Il y a une raison pour laquelle je traduis you par vous depuis tout à l'heure. Grâce au vouvoiement, c'est le seul moyen qu'on a d'approcher l'ambiguïté au cœur du you anglais, qui est de ne pas savoir à combien de personnes on parle. Ça pourrait être une personne comme plusieurs personnes. Par-dessus ça, comme ces jeux ont des persos qui en savent un peu trop, ça rajoute encore une ambiguïté. On se demande si on parle à notre perso ou à nous. Il y a des moments où c'est très clair, et il y a des moments où c'est pas clair du tout. Mais si vous m'avez bien suivi, vous comprendrez aussi que ce n'est pas qu'un fait de langage. Selon le contexte, les personnages eux-mêmes peuvent sentir qu'il y a une ligne de démarcation ou qu'il n'y en a pas. Il y a des moments où les détenteurs de l'âme et l'âme sont traités comme des personnes à part entière, et des moments où ils ne le sont pas.
dans la narration usuelle dans Deltarune, comme quand ça dit « Chris a eu le chocolat chaud », mais qu'un patch décide de le changer en « Vous avez eu le chocolat chaud » pour s'aligner avec le style général de la narration, c'est le « vous » de l'avatar. C'est Chris, mais c'est aussi pour nous intégrer à travers Chris. Par contre, il y a un régime d'exception au « vous » de l'avatar. Vous avez été utilisé. Je pense que c'est exclusivement Chris. Vous avez susurré le nom de Noël, c'est exclusivement le joueur. Allez, faisons un cas qui fait polémique pour la postérité. Enfin pacifiste, Azriel a complètement évacué l'idée qu'on était Kara. Sinon il nous dirait pas ça. Et vous n'êtes pas sans savoir que Flowey n'élabore jamais de théorie de possession comme les joueurs d'Undertale. Quand ils pensent qu'on est Kara, c'est vraiment qu'on est Kara, pas qu'il y a Frisk et Kara. Donc quand il rejette que c'est Kara, c'est pour de bon. Il y a juste Frisk. Sauf que plus tard, il nous dit « Laisse Frisk vivre sa vie ». Donc, à qui il parle? S'il ne parle pas à Frisk, qui est-ce qu'il appelle Kara? Bah, nous, c'est le seul nom qu'il peut utiliser pour nous désigner, et c'est le seul qu'on a choisi. Undertale s'efforce d'intégrer les éléments extra-diégétiques à sa diégèse, mais il y a quelques moments où il a moins de retenue. Et puis, une fois que vous vous abstenez de penser avec de la possession, ça aussi ça devient clair. Mon âme humaine, ma détermination, elle n'était pas mienne, mais tienne. Vous êtes dans une run où il n'y a aucune mention de Frisk ou d'un autre perso que vous contrôleriez, que celui qui se reconnaît dans le miroir comme Kara. Donc là, pareil, juste avant la scène où vous êtes dans le néant et où il ne reste plus que votre âme, à qui elle parle? À vous. Notez que ça arrive à chaque fois en fin de jeu, vu qu'il y a un peu de ça aussi quand les monstres parlent en fin neutre. Alors c'est à leur insu, parce qu'ils veulent parler à votre perso, mais vous êtes censé vous demander ce qui est arrivé à votre perso, et si elle pourrait vraiment entendre ce message. Mais ce qui est sûr, c'est que vous arrivez à l'entendre. C'est quand même génial ce qui se passe là, enfin Geno. Kara vous dit que c'est son âme humaine, donc là pareil, mettez dehors toutes les théories qui veulent que ce soit celle de Frisk. Non, c'est la sienne, c'est celle de l'avatar, du seul perso que vous jouez en Geno. Et en fait, il y a le retour de ça et dit non, ce n'était pas la mienne, c'est la tienne. Parce que c'est le joueur qui l'a guidé. Et en fait, de notre point de vue, c'est le joueur qui le contrôle. Je pense que c'est surtout en ce sens-là qu'il faut lire l'assertion de Flowey, selon laquelle Kara a une âme volée. Du point de vue de Flowey, c'est une âme volée parce que l'âme combinée d'Azriel et Kara, c'est sûrement brisé. Mais en vrai, c'est surtout que c'est la nôtre et que n'importe quel humain qui prétendrait que c'est la sienne aurait tort. C'est moi qui la contrôle, regardez. C'est le principe d'un avatar ou d'un self-insert. C'est nous qui nous investissons, qui mettons notre âme dans le jeu, et en vrai, tout ce qui appartient à l'avatar est à nous. Lâchez-moi. C'est parce qu'il y a une réalité toute englobante de l'âme, le You, qui fait que nous sommes à la fois Frisk, Kara, une tierce personne, et que selon les besoins, on peut être plusieurs d'entre eux, juste l'un d'entre eux, ou un tout ambigu. On peut dire que c'est vrai avec Chris aussi, parce qu'en tant que somme de son être qui lui fait aussi prendre des dégâts quand on a perdu de la vie, il y a notre volonté, mais il y a aussi la sienne dedans. Mais est-ce que, parce que c'est notre avatar, tout cela nous revient de droit? Indépendamment de nos souhaits, Chris a aussi sa propre détermination, ses propres raisons d'agir. Et cette âme, ce n'est pas seulement la mienne, c'est aussi la sienne. Alors pourquoi vous plaignez-vous quand Chris balance son âme et lutte contre vous, vous qui avez pris son corps en le traitant comme vôtre? N'a-t-il pas aussi le droit de retourner la logique de l'avatar contre vous et de décider que vous et votre âme lui appartiennent, qu'elle décidera comme il lui chante de l'enlever et de la reprendre? Bien sûr, vous vous opposez, mais vous vous utilisez mutuellement, et si la prophétie a été écrite avec un but, quoi que les héros finissent par bannir l'ange, il fallait, pour une raison qui m'échappe, que l'un des héros soit une cage, c'est-à-dire soit unifié à l'ange. Et participer à cette logique, c'est refuser de scinder complètement le joueur et Chris. C'est ce que fait sûrement Death avec la même logique d'utilisation mutuelle quand Raise Up Your Bat dit « ton cœur ». Mais c'est aussi ce que fait Eram en provoquant Chris. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que quand il dit « une partie de toi », c'est pour parler du joueur, et probablement pas pour penser à la théorie des pensées intrusives. Mais en fait, tout ça tient parce que le joueur, comme les pensées intrusives, sont traités comme des parties de Chris. Et ça, c'est une idée que je trouve très puissante. C'est-à-dire que de la façon dont j'en parlais avec Frisk et Kara, c'était un peu comme si Kara ou votre avatar était un organe de vous. Mais Eram rappelle à Chris que ce n'est pas comme ça que ça marche. L'entité suprême qui joue à ce jeu, c'est un organe des lui. Nous ne sommes qu'une partie de Chris. On a renversé les rapports de force. Il y a eu une inversion des rapports de force. Alors, c'est parce qu'il veut tourmenter Chris, et donc il part de Chris. Si on n'est qu'une partie de Chris et que nos actes sont si répréhensibles que ça, il y a une chose très simple qu'elle pourrait faire. Ou est-ce qu'elle a juste trop peur de mourir ou trop besoin de nous pour le faire? En connaissant la trace de sang près du lit et les paroles de Raise Up Your Bat, je penche pour la seconde option. Yael a besoin de nous. Quelle chance! Nous avions aussi besoin d'un avatar.
Et la prophétie demandait un corps humain avec une âme humaine. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Quelle chance que nous ayons besoin l'un de l'autre d'une telle façon. Nombreux sont ceux qui ont commenté le lien des jeux du chapitre 3 avec Undertale et Deltarune. Bon alors, on a plus affaire à une chimère qu'autre chose, parce que dans Undertale, vous avez une route mauvaise et vous avez des persos qui ressemblent aux ennemis de ce jeu. Mais la plupart de ces persos sont aussi dans Deltarune, et le mage de glace n'y existe pas. Dans le contenu, on voit que des choses ont été pensées pour évoquer la Weird Route plus que la route Geno. Mais conceptuellement, c'est vrai, il se passe quelque chose. On a envie de faire la comparaison. Le jeu original est sous-entendu premier, vous y êtes libre, vous jouez seul et n'êtes entravé par personne. Vous avez un avatar docile et pouvez tuer à volonté. Pendant ce temps, Legend of Tena est la reprise du premier jeu par un développeur, avec ses propres intentions qui en a fait une histoire linéaire. Vous jouez plusieurs personnages et ils peuvent faire des choses que vous n'avez pas prévues, voire on peut vous retirer votre contrôle. Mais ces deux jeux vont aussi servir à représenter une dualité qui traverse les deux jeux, les deux sens du love. Dans Undertale, ces deux sens étaient traduits dans les deux interprétations de l'ange. Ils avaient pour conséquence d'actualiser deux sens très différents du verbe libérer. En adoptant la logique du RPG traditionnel dans ces mondes qui essayent d'humaniser leurs personnages, vous pouvez choisir de monter de niveau et devenir le maître du monde. Vous pouvez devenir plus fort en vous détachant des autres, en cassant vos liens, et à la fin, votre solitude est si grande que vous êtes certainement libre. Il n'y a plus personne qui peut vous mettre à mal. Undertale appelait ça gagner du love, level of violence. A l'inverse, si vous prenez ces jeux pour ce qu'ils sont et comprenez les personnages, vous vous attachez aux autres et vous renoncez au fait d'être plus fort par vous-même. Mais d'une certaine manière, vous êtes plus fort car les autres seront là pour vous et vous serez également libre grâce à leur aide. Vous ne gagnez pas du love, mais vous gagnez du love, de l'amour. Et donc vous voyez en quoi cette dualité est retranscrite dans les deux jeux du chapitre 4, et en quoi ça va plus loin que l'un est Undertale et l'un est Deltarune. Bien que ça a un sens d'associer chaque jeu comme ça, parce qu'eu égard à Deltarune où vous ne pouvez pas tuer, Undertale est plus proche de la voie du love solitaire, et eu égard à Undertale, Deltarune est plus proche de la voie love amitié, car c'est le seul jeu où vous êtes à plusieurs et avez votre citadelle personnalisée. Pour celui qui découvre le jeu original après avoir vu Rambe parler de liberté, et qui découvre qu'en fait dans ce jeu vous avez la liberté d'explorer et de tuer, mais pas grand chose de plus, ça a un effet pernicieux. Ça réduit le sens de la liberté. Ce n'est plus, comme je vous le présentais, que l'analogue d'Undertale est un jeu où vous pouvez vous libérer de deux façons. À ses yeux, c'est qu'Undertale est un jeu où vous pouvez être libre parce qu'il y a la voie maléfique. La liberté devient synonyme de la violence. Just play your games, love. Et donc voilà une question pour l'audience. Quelle voie Chris préfère? Est-ce la belle voie de l'amour, de l'amitié, ou est-ce une voie plus démoniaque? Bah, c'est pas si clair que ça. Chris aime le temps passé avec Suzy et Ralsei, mais on le soupçonne parfois de pas aimer le jeu de Tena, et quand Rambe dit « Je sais ce que tu veux », ici c'est clairement un « tu » adressé à Chris. Mais à la fin de Mental, Suzy doit lui dire que si elle ne s'amuse pas, il faut pas jouer. Mais bon, ça ne suffit pas à dire qu'elle n'aimait pas le jeu avant qu'on fasse ressortir des insécurités réelles. Et en disant ça, on se rapproche de quelque chose qui brouille vraiment le tableau. Vous voyez, ce qui se passe à la fin de Mental, c'est que le personnage du joueur avance vers Chris, c'est-à-dire se rebelle contre celui qui est son joueur à ce moment-là. Ce qui est fort, c'est qu'on arrive à rappeler notre présence et notre puissance même quand on a été insularisé, même quand on est devenu un tout petit sprite contrôlé par Chris. Et c'est là qu'on se souvient de qui a la manette. Pas Chris, mais nous qui contrôlions Chris qui nous contrôlait. Et là, la description de Chris devient fourreau. Parce que contenir un être ailé comme un ange, c'est être une cage, mais contenir une épée, c'est être un fourreau. Symboliquement, nous sommes l'épée. Quand on dit ça, est-ce que c'est pas nous qui voulons du Undertale, qui voulons de la violence, qui voulons voir les secrets, qui cherchons les Shadow Crystals, qui voulons la liberté? Le plus important, c'est sans doute la liberté. Oui, et en même temps, je crois que c'est plus fort si la ligne n'est pas clairement tracée. Si les yeux brûlants peuvent aussi bien être nous à travers et lui que les siens. Et Rambe connaît Chris. Oui, on peut mal connaître ce que veut quelqu'un, mais Rambe est celui qui dit « Je t'ai vu faire la fontaine ». Et c'est une de nos seules sources d'informations sur Chris. Peut-être qu'elle veut vraiment de cette liberté-là. L'intérêt du parallèle avec Spamton, c'est qu'elle recherche vraiment la liberté. Et il n'est pas impossible que Chris, qui n'a jamais vraiment eu d'amis depuis Noël et Death, ne soit pas exactement au clair sur ce que veut dire devenir libre. Je pense que le cliffhanger du chapitre 4 prend vraiment son sens si on considère qu'elle ne sait pas encore choisir entre devenir plus fort grâce à ses amis ou en suivant un chemin
plus sombre. Kara s'y est certainement mépris. Yael crut que le pouvoir était la solution. Yael crut qu'en tuant 6 humains et devenant un dieu avec Azriel, ils seraient tous libres. Et je crois qu'on a tendance à être un peu trop clément avec Kara sur ça, quand on n'imagine pas la suite. Qu'est-ce que c'est la suite? Azriel dit « Même si je les avais tués, qu'on avait récupéré leurs âmes, il aurait fallu mener la guerre contre toute l'humanité. » Et on nous dit quoi sur Kara? Kara détestait l'humanité. Pas un hasard. On est avant les événements d'Undertale, et Kara est déjà sur la voie du love solitude. En tout cas, si Chris a de l'intérêt pour la liberté au sens de la violence, ça donne du poids à l'accusation d'Eram. Pas parce qu'elle aurait fait la Weird Route, mais parce qu'elle peut se sentir concernée en s'étant demandé si devenir plus fort n'était pas la solution. C'est sûr que la Weird Route est sensiblement différente d'une route où on fait fuir les Darkners, parce qu'on ne fait pas que briser nos liens. On utilise aussi un lien, celui avec Noël. Et je ne pense pas du tout que Chris veut voir ça. J'ai vu des avis qui consistaient à dire que peut-être Chris aimait au moins le fait de se rapprocher à nouveau de son ami d'enfance. Mais quoi? Ce n'est pas se rapprocher, c'est de la violence psychologique. C'est plutôt évident que Chris fait tout à fait cette distinction. Par contre, il est vrai que quel que soit l'agenda de Chris, Yael ne rejette pas l'idée de mettre en danger des gens pour arriver à ses fins. Soit parce que le jeu en vaudrait la chandelle, soit parce qu'elle subit une forme de coercition, soit parce qu'elle pense connaître la suite, ou un mélange subtil de tout ça. Il y a du risque. Il y a du risque pour sa vie et celle des autres. Et donc si Mantle est à l'image de ce qui se passe réellement, ce n'est pas anodin qu'Eram dise que c'est fun de chercher les Shadow Crystaux, ou que, sans le jeu, le couteau s'émousse. Eram provoque Chris quant au jeu auquel elle joue, pas dans Mantle, dans la vraie vie. Ce serait le challenge qui le ferait vivre, qui garderait sa lame aiguisée. Et puis, Eram dit que rechercher le contenu secret ne peut être que pour son amusement, refusant l'idée que les Shadow Crystaux lui apporteraient la liberté qu'elle désire. C'est parce que cette voie est une impasse et que Chris va constater que, là encore, à la fois le jeu et le chemin de la violence qu'il représente ne sont pas des options viables pour être libre, qu'ils ne peuvent être réduits qu'au rôle de divertissement. C'est là que Chris et nous alignons à nouveau, car nous sommes là pour nous divertir, tout comme nous nous alignons sur le fait de vouloir une forme de liberté. Et c'est bien le problème. Si nous empiétons sur le terrain de l'autre et voulons tous deux être libres, nous sommes mutuellement antagonistes. On peut construire sa liberté à plusieurs, mais comment le faire avec un avatar conscient? Pour construire sa liberté à plusieurs, il faut pouvoir reconnaître les intérêts de chacun et respecter les besoins de tous. Mais comment est-ce possible ici quand notre contrôle est nécessairement une violation de l'autonomie de Chris et que nous avons besoin d'un avatar? Certains pensent qu'on sera remis dans le réceptacle à un moment. Peut-être, mais pour l'instant, ce qui fait le sel de cette dynamique, c'est qu'on soit tous deux au crochet de l'autre. Donc ce serait bizarre de résoudre les choses aussi simplement. Ce serait annuler les enjeux. Pourrons-nous terminer notre histoire en bons termes avec Chris ? C'est hautement improbable. Déjà, on sait que les héros vont bannir l'ange, et je ne me cache pas de qui je pense être l'ange. Et prenez cet ennemi, Winglade, qui a l'effigie de l'ange, et tiens, c'est une épée. Dans un dialogue bien caché, il nous dit « Fends ton propre passage, taille ton propre chemin. Moi, mon chemin est sur ton chemin. » Énorme la ref. Quand on comprend qu'il représente l'ange, c'est-à-dire l'âme, ça prend beaucoup de sens. On est sur le chemin. C'est soit lui, soit nous. Et si on veut vraiment que Chris puisse vivre, même si c'est en dehors de notre regard, je crois qu'on va devoir accepter de sortir du chemin. Un dernier mot sur les analyses faites durant cette vidéo. Il se peut que je me trompe complètement et que, par exemple, Eram désigne tout le temps le joueur en attribuant ses positions à Chris. Finalement, tant qu'on est prisonnier de l'ambiguïté du « vous », à quel point peut-on vraiment connaître Chris? Mais j'ai essayé de lutter contre une attitude qui essayerait de dédouaner complètement Chris, surtout quand on parle plus de pensées que d'actes répréhensibles. Car pour les actes, il est clair que nous sommes l'instigateur de la Weird Route et que Chris se bat contre les conséquences de nos mauvais choix. Toutefois, il ne faudrait pas retomber dans la neutralité pure qu'on a pu avoir après Undertale, où pendant longtemps la seule manière qui a pu être trouvée de nuancer Kara, après l'avoir vu comme l'enfant du démon, fut de le neutraliser complètement, c'est-à-dire de le rendre ni bon ni mauvais, et d'enlever toute aspérité, malgré des détails troublants de son passé. Ceux qui ont vu la Kara-analyse savent que ce n'est pas la vision de Kara à laquelle je crois. Ce n'est pas parce qu'il y a des moments où nous choisissons à la place de nos personnages qu'il n'y a pas des choix qu'elles préfèrent ou réprouvent plus que d'autres. Ce n'est pas parce qu'on choisit qu'elles sont neutres. Non, elles sont juste mal connues.
Par exemple, alors que Krieg déteste la Weirdroot, Yael n'a pas de mal à combattre les Darkners plutôt que de les épargner. Ça ne lui fait ni chaud ni froid pour l'instant, tant qu'Yael peut profiter avec ses amis. On ne doit donc pas réagir en voulant purifier Chris et jeter toute insinuation mauvaise sur le joueur, de la même manière qu'il n'est pas sain de rejeter ses propres choix comme étant ceux d'un personnage. La clémence n'est pas la grotesque purification des êtres humains en mettant de côté le mal, sans quoi cela n'aurait pas de sens d'aimer malgré le mal ou de haïr malgré le bien. Il me semble au contraire que c'est quand nous connaissons les vertus, les fautes et pouvons comprendre leur raison d'être que l'empathie a véritablement un sens.